penses-tu qu'il y a des cas où ça peut être intéressant donc, de passer dans une société à l'IR, dans une CELARL ou une CELAS à l'IS, ou une CELAFA à l'IR? Bah, je dirais, tout va dépendre encore une fois, au cas par cas. Le fait de dire je suis en BNC, je veux opter sur un régime d'exercice en société, mais conserver le statut IR, c'est possible, hein, c'est ce qu'on appelle les sociétés de famille, etc. Je vais dire, tout dépend, je dirais, de la performance de la société, des niveaux d'imposition et des objectifs recherchés. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais à tes clients? Là-dessus, j'ai pas d'avis tranché, c'est vraiment au cas par cas. Parce que moi, j'aurais tendance à dire systématiquement non. Tu partages pas cet avis. C'est-à-dire Je veux dire d'être systématiquement à l'IS. Bah, l'IS est intéressant je dirais, sur la maîtrise, entre guillemets, fiscale, sur le régime de trésorerie qui est très, je vais dire, visible puisqu'on est sur un système de rémunération. Si j'opte sur un régime d'impôt sur le revenu, c'est que je reviens à un système d'imposition comme le BNC. Avec la particularité suivante, c'est que là, je ne suis pas en recette dépense, je suis en créance dette. Donc ça veut dire peut-être la possibilité de devoir payer un impôt sur le revenu et des charges sociales sur un bénéfice que j'ai là réellement pas eu dans ma poche. Très bien. Donc, avec toute ton expérience, qu'est-ce que tu conseillerais à un chirurgien dentiste? La CELAR, la CELAS, la CELAFA, est-ce que tu aurais une Moi, préférence je pour pense toi? qu'aujourd'hui, ce qui est communément pratiqué, c'est la CELARL. Après, la question fondamentale, donc CELARL avec une option IS, la question ensuite fondamentale à se poser, c'est quel est l'objectif qui est recherché? Est-ce que c'est un objectif d'association à moyen long terme? Est-ce que c'est un objectif de cession? Est-ce que c'est un objectif de diversification? D'accord? C'est ça qui vont guider le choix définitif de la structure. Est-ce que tu pourrais donner, selon toi, un objectif qui pourrait faire qu'on pourrait s'écarter d'une CELAR? Bah oui, c'est-à-dire que même si dans une CELARM, on peut prévoir entre guillemets des intervenants au capital qui ne soient pas forcément des professionnels de santé. Encore que là-dessus, j'attire l'attention sur le fait que l'ordre des chirurgiens dentistes, quand il examine les projets de transformation et de cession, est très vigilante sur la composition du capital des sociétés. Il me semble que c'est réglementé. Très réglementé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, bah, moi je prends 50% et puis je mets des fonds de pension, etc. C'est-à-dire qu'il y a énormément de contraintes soumises à ça. Donc, finalement, quel objectif pourrait faire que l'on passe pas en CELAR? Quel objectif? Moi, j'en vois pas. Non, je réfléchis. Si on considère qu'on ne sait pas, entre guillemets, je vais dire, Se driver correctement. oui, et puis d'avoir une rigueur dans la gestion, de prélever vraiment que ce qu'on a décidé de prélever tous les mois, d'avoir une rémunération fixe, etc. Ça peut être contraignant si j'ai affaire à quelqu'un qui continue d'agir et de piloter sa CELAR comme il le faisait en individuel, ça c'est pas possible, quoi. Je rappelle quand même que si je suis en CELAR l'option IS, les comptes courants débiteurs sont interdits. Donc ça veut dire qu'ils seront remis en cause et considérés comme des bénéfices distribués. Donc, tout à l'heure, tu as dit une chose qui c'est peut-être intéressant d'éclaircir, la différence entre une comptabilité d'encaissement-décaissement et une comptabilité de créance-dette. Oui. Donc, au niveau d'une comptabilité d'encaissement-décaissement, comment ça se passe par rapport à une comptabilité de créance-dette? Alors, les recettes dépenses, c'est simple, c'est tout ce que j'ai perçu dans une année est considéré comme des produits taxables et je peux déduire tout ce que j'ai réellement décaissé. Au D'accord? moment d'encaissement ou au moment de la réalisation du chèque? Alors, c'est au moment, pour les recettes, où j'en ai, je dirais, la disposition, c'est-à-dire que je viens de faire, je dirais, un acte, j'ai fait une télétransmission à la Sécu ou à la mutuelle, j'ai pas eu les fonds, théoriquement, je dois le constater en recette. J'ai reçu un chèque, je le garde dans le tiroir, je dois le constater. Okay. À l'inverse, les dépenses, j'ai une dépense entre guillemets exigible, j'ai fait le chèque mais il n'est pas encore débité,
je dois le constater, d'accord? Ou j'ai un prélèvement sur la route, je dois le constater. En créance dette, c'est différent. En créance dette, c'est de dire j'ai fait un acte, j'ai fait des actes de pratique dentaire, mais je n'ai même pas encore fait la facture, d'accord? Normalement, je dois les valoriser et les constater en chiffre d'affaires. À l'inverse, pour ce qui est des charges, je dois, si elles sont certaines, je dois les constater, bien que je puisse les payer dans 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 6 mois. Ok. Donc ça peut créer des problèmes si j'ai un niveau de recettes et d'encours, entre guillemets, qui est supérieur au niveau de mes dépenses, voire de mes dettes. C'est-à-dire que je vais me retrouver avec un bénéfice qui va être élevé, alors que je ne l'ai pas eu dans ma poche en termes de trésorerie. Donc je vais payer de l'impôt et des charges sociales sur ce bénéfice. Mais sur les années, ça va se lisser. Oui, normalement, ça doit se lisser.